Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Stories. Au sommaire ce samedi, on passe au crible l'innovation, tantôt disruptive, tantôt collante aux enjeux environnementaux. L'innovation infuse dans notre économie post-Covid. Gros plan sur la beauté connectée dans un premier temps avec Jean-Michel Karam, président de Yeva. On verra aussi dans quelle mesure l'innovation est un booster de croissance au sein d'un accélérateur The Box. Mathieu Sommeck, son président, sera avec nous en plateau. Et puis notre chroniqueur stratégie préféré, Amancio Sampaio, nous expliquera pourquoi l'innovation est la pierre angulaire d'un marché en plein essor, celui des boissons non alcoolisées. Smart Stories, c'est parti. Smart Leader avec Jean-Michel Karam. Bonjour et bienvenue Jean-Michel, président de Yeva, président de Memscap, entrepreneur multicarte. Alors, on va dans un premier temps, dans une première partie de cette interview, commencer par votre dernier bébé, la beauté connectée. C'est ce qui vous anime via Yeva, qui concentre à la fois des marques de cosmétiques, des objets connectés, des points de vente, puisque vous avez racheté avant l'été les 109 points de vente de l'atelier du sourcil. Qu'est-ce que c'est exactement la beauté connectée ? En fait, quand j'ai commencé dans la cosmétique, je venais de la techno. Je suis arrivé avec une idée nouvelle qui est la personnalisation. Et avec la techno, on a créé des appareils de diagnostic qui mesurent les caractéristiques de la peau. Et quand on fait de la personnalisation, donc on fait de la cosmétique sur mesure. Dans le mot cosmétique sur mesure, il y a le mot mesure. Donc, nous, on avait la mesure par le côté techno. Oui. On a ramené cette Donc, c'est votre expérience précédente. Oui, c'est l'expérience Memscap qui m'a donné l'expérience des capteurs, donc des mesures, qui elle-même m'a ramené à faire, à lancer cette niche au début qui est devenue une tendance dans la cosmétique, qui est la plus grosse. Donc, ce qui a donné la création d'Ioma. Et en fait, c'est en suivant Ioma que Ioma, c'est donc une marque de cosmétique qui est le numéro 1 de la cosmétique personnalisée. Qui a été rachetée par Unilever. Française aujourd'hui. Oui, qui a été rachetée par Unilever 2 ans après la création, mais que je continue à diriger. Et en fait, en observant l'évolution d'Ioma, que Yeva est née. Pourquoi ? Parce qu'on regardait plusieurs éléments. On regardait un premier côté, qui est l'online, donc tout le business e-commerce, etc., qui se développait d'une manière très forte. Ioma a une expérience point de vente très forte parce qu'on fait un diagnostic, on vous fait votre propre crème, etc. Et on se disait comment on va transposer cette expérience-là sur l'e-commerce, l'online, etc. Donc ça, c'est le premier élément qui a germé l'idée. Le deuxième élément, c'est que la beauté a muté. On ne parle plus de beauté, on parle de beauté et de bien-être. Pourquoi ? Parce que les femmes et les hommes ont compris que ce n'est pas seulement en mettant une bonne crème qu'on va effacer des rides, etc. Mais il faut aussi, en parallèle à ça, avoir une très belle hygiène de vie pour que ça se passe bien. Et la troisième chose, c'est le caractère du capital génétique qu'on pensait très, très élevé. Toutes les études prouvent aujourd'hui qu'il est autour de 25%. Alors 75%, c'est quelque chose sur lequel on peut faire quelque chose. Et ces 75%, c'est quoi ? C'est le stress environnemental. C'est votre manière de vivre et comment la nature vous agresse et comment vous vous protégez contre tout ça. Donc en voulant faire porter Ioma vers ça, Yeva est née. Et on s'est dit... racontez-nous les objets connectés. Voilà, on s'est dit... Comment ça marche ? Voilà, on s'est dit, si je veux mesurer le stress environnemental autour de vous, il faut que je sois avec vous tout le temps. Oui. Or, qu'est-ce que vous portez tout le temps ? Soit des bijoux, soit des montres. Donc, on s'est dit, on va faire un bijou, et dedans, on va mettre tous les capteurs possibles et imaginables. Donc, on mesure l'humidité, la température, la pollution. Mais les femmes ont envie d'avoir un bijou qui est bourré de capteurs ? Ça leur pose pas de problème ? C'est un beau bijou. Évidemment, si c'est pas beau, c'est pas un bijou. 2, les femmes, elles changent de bijou. Donc il fallait que le bijou soit versatile. Donc on a accessoirisé le bijou à beaucoup. On peut le mettre ici, au poignet, comme on peut le pendre en pendentif, en changeant simplement les accessoires, soit c'est le soie, soit le cuir, soit ici les perles, etc. Donc à l'intérieur du bijou, il y a des capteurs. Il y a des capteurs qui mesurent en fait tout ce qui vous entoure, qui mesurent même votre activité. Si vous marchez, etc., qu'est-ce que vous faites ? Et ces données-là, ils sont stockés dans ce bijou. Et le bijou, dès qu'il voit son application, qui est l'application Yeva, que vous pouvez télécharger, qui est gratuite, donc dès qu'il la voit, il va vider toutes les données vers cette appli. Et cette appli, c'est à travers ça que nous, on va agir avec de l'intelligence artificielle pour venir utiliser toutes ces mesures, utiliser aussi le diagnostic de peau que l'application vous permet de faire sur votre portable et vous
recommander des rituels beauté, donc soins visage, capillaires, ainsi de suite. Croissance de ce marché, Jean-Michel Caram. En fait, quand j'ai lancé Ieva en 2016, on est sorti sur le marché français en 2019, 3 ans après de développement. Mais nous, on travaille en ce qu'on appelle les lean startups. Ça veut dire qu'on ne sort pas quand la solution est complète. On sort quand elle est autour de 80%, parce qu'on voit les gens, comment ils réinteragissent avec nous, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. On est face, on réagit très, très, très vite. Et le développement continue. Pendant ce temps-là, nous, on occupe l'espace. Un autre concurrent, il ne vient pas, on brevette, on bétonne notre barrière. Et une année après, en 2020, là, on a sorti toute la solution Ieva, qui part donc maintenant dans une appli, qui fait le diagnostic, qui vous recommande les choses, mais qui vous offre un abonnement. Et c'est dans ça que moi je crois. L'abonnement personnalisé, sans engagement. Donc, pour que ça s'inscrive dans la durée. Voilà, parce qu'en fait, si on veut parler économie, c'est des trilliards de dollars aux États-Unis. Mais, donc c'est un marché qui est en plein essor aux États-Unis. Au début, en fait, tout le monde... C'est les Américains qui avaient le marché très très grand en abonnement, etc. Parce que les résultats ont été prouvés. Oui, regardez Netflix, regardez Spotify. Nous, on est des gens... on est la dernière génération qui ont acheté des CD et des DVD. C'est fini. Et pareil, moi, je crois que dans la beauté, il faut aller vers ça. Les gens vont... Alors, vous croyez, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent? Quelle est votre cible? Et est-ce que bon, on a parlé des femmes, est-ce que ça concerne les hommes également? Et est-ce que c'est plutôt les jeunes, les millennials, ils se jettent dessus? En fait, c'est très très simple. Hein. On a sorti la solution en juin, seulement le bijou, sans encore l'abonnement. En juin, on l'a déployé dans Marionneau, Beauty Success et la Fnac. Ouais, d'accord. La Fnac, qui se jette sur les objets connectés. En novembre, on fait le premier 6 mois 1 million de chiffres. Vous savez, le million est la barre de tout entrepreneur, la première barre. Après, on va chercher les 10 millions et après, on va chercher les 100 et le milliard. Donc les 10 millions, c'est pour quand? Les 10 millions, c'est en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, 24 mois. Oui, parce que là, l'abonnement, ça va aller très, 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 très vite. Et en particulier avec l'atelier du sourcil. Sinon, alors justement, l'atelier du sourcil, juste avant l'été, vous avez donc racheté 109 points de vente l'atelier du sourcil. Ouais. Cet ancrage dans le retail, il était incontournable? Tout le monde, en fait, s'est étonné de mon move, parce que je parle beaucoup d'online, de digital, etc. Et j'achète de rituels. Oui. Mais c'est la trajectoire de toute DNVB, finalement. Oui, et puis je n'ai pas acheté des points de vente. C'est vrai que le offline... c'est pas le point de vente qui vous intéressait, voilà. En fait, c'était la marque. L'atelier du sourcil, c'est le numéro 1 du regard, de la beauté du regard. Donc j'achète un numéro 1. 2, on ne va pas chez l'atelier du sourcil pour acheter des choses. On va pour une expérience, on va faire ses sourcils, etc. Ce service, vous ne pouvez jamais l'avoir online. Donc vous êtes obligé d'y aller. Et ça, le point essentiel. Moi, j'ai acheté un réseau où les clients vont, et elle a un taux de fidélisation qui est de plus de 70%. Pourquoi est-ce que c'était essentiel pour vous, justement, à ce moment de votre histoire? Parce que si j'ai qu'une communauté virtuelle, ça ne va pas. Il faut que j'offre à mes consommateurs la possibilité d'avoir quelque chose de physique, réel, et l'atelier de sourcil me donne... Oui, là, vous rachetez des consommateurs, finalement. Mais est-ce que ce sont des consommateurs qui ont envie qui sont enclins à apprécier justement les produits Ieva? C'est facile d'acheter des points de vente. Oui, mais moi... C'est pas la solution de facilité, d'ailleurs. Oui, mais en fait, c'est très facile, parce qu'aujourd'hui, avec l'abonnement, vous achetez plus le bijou. Le bijou vous est donné. Moi, je ne crois pas dans la vente de la techno. Hein. Je n'ai jamais cru. Je pense que la techno est un enabler. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de développer le business. Et donc, nous, aujourd'hui, dans l'abonnement, vous prenez votre abonnement, vous recevez votre bijou, vous recevez vos crèmes et vos shampoings, vos soins capillaires, et vous avez des gains jusqu'à 70%. Vous pouvez quitter à n'importe quel moment, parce que la liberté, pour moi, étant libanais d'origine, est très, très importante. Donc, il n'y a pas cette contrainte. On sauve beaucoup d'argent. Et on est les seuls à fournir aux gens une solution de beauté personnalisée, non seulement à leur peau, etc., mais aussi à la manière dont ils vivent. Un mot de votre parcours, Jean-Michel Caram. Je l'ai dit, vous êtes un entrepreneur multicarte. Vous avez fondé Memscap, qui a été introduite en bourse, d'ailleurs. Ieva, aujourd'hui, vous avez levé 12 millions juste avant... 17 millions avec les 5 millions de non-déductibles. Voilà, 17 millions au total sur Ieva, presque autant ou beaucoup plus avec Memscap. Oui.
Memscap, dont le cours de bourse ne se porte pas si bien que ça. Est-ce que c'est parce que vous l'avez délaissé, justement? Non, absolument pas. Memscap, c'est mon cœur, hein, on tape à mon cœur. Non, Memscap, c'est la boîte qui m'a... J'ai créé cette société, j'ai levé de l'argent, un tour de capital à risque, deux, et je l'ai amené en bourse. Et je l'ai amené en bourse sur le marché de la fibre optique. Et je l'ai amené 2 ans et 8 mois pour une valo de 430 millions, en levant 116 millions d'euros, etc. Donc c'était une introduction en bourse qui était très très importante, qui a fait d'ailleurs connaître mon nom. Mais derrière ça, juste derrière, le marché de communication optique s'éclipse. J'avais dans mon prospectus de bourse 500 concurrents. Ils sont tous morts. Nous, on est restés là parce qu'on était très très agile, on a diversifié, on est parti acheter des boîtes. Et on a transformé la techno de Memscap du télécom, qui était un marché foudroyé, au marché de l'avionique, du médical, etc. Mais il y avait eu la traversée du désert, jusqu'à ramener Memscap à la rentabilité en 2013. Et depuis 2013, on ne perd pas d'argent. Sauf que Memscap est coté sur le marché parisien. Et honnêtement, aujourd'hui, notre société, elle est valorisée moins que ce qu'elle a en cash. C'est juste ridicule. Je reviens sur votre trajectoire. Vous êtes passé des microprocesseurs à la beauté connectée. Oui. Où est la logique? Et est-ce qu'il faut forcément une logique pour être entrepreneur aujourd'hui en 2020? En fait, tout le monde pense que j'ai des idées qui fluent. Oui, parce qu'on a l'impression que vous passez d'un univers à l'autre et que quand ça ne vous intéresse plus, vous... Ça ne passe pas comme ça. En fait, c'est une expérience qui vous amène à quelque chose, vous trouvez quelque chose, c'est l'autre. Alors, comment Memscap a nourri l'expérience? Moi, je suis arrivé du Liban, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, mon doctorat, j'ai été au CNRS, après j'ai créé Memscap. Une fois que j'ai créé Memscap, un jour, j'ai un grain de beauté, en fait. Et j'étais très inquiet de ce grain de beauté. Un jour, je vais voir mon dermatologue pour le grain de beauté. J'avais peur qu'il soit cancéreux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a une loupe et qu'il n'a absolument aucun autre instrument technologique. Donc je suis rentré et j'ai fait un brevet autour de ça. On a développé la techno et un jour, il y a un article dans la presse, et d'ailleurs pas dans une presse nationale, c'est une gazette régionale, puisque c'est le Dauphiné libéré. Et le lendemain, toute la cosmétique m'appelait. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont à appeler, etc. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Vera Stroubi, qui était la présidente de Thierry Mugler. Et j'ai commencé à travailler sur cet écosystème. Pendant 8 ans, je ne voulais pas y aller dans la beauté. Pendant 8 ans, je disais, je n'ai pas fait un doctorat pour vendre des crèmes. C'est vrai. Mais à la fin, j'ai vu le truc. Et moi, j'investis quand, 1, je comprends. 2, quand j'ai une techno de rupture. Et c'était le cas. Et j'ai lancé Yoma. Unilever l'a acheté 2 ans après. Et l'histoire, on la connaît. Le temps passe, Jean-Michel Karam, vous êtes très bavard. Je voudrais quand même qu'on s'attarde un tout petit peu sur le Liban. Vous êtes libanais, on l'a compris. C'est un pays que vous avez quitté. Comment est-ce que vous vivez le chaos à la fois sanitaire et économique qui touche le pays depuis un peu plus d'1 mois? Mon cœur saigne sur le Liban. Le Liban, c'est un pays que j'ai aimé, que j'ai défendu. J'ai quitté le Liban, je suis né au Liban, et j'ai quitté le Liban, j'avais 20 ans. Donc maintenant, je peux dire que je suis plus français que libanais parce que j'ai vécu plus en France qu'au Liban. Mais le Liban, j'ai de la famille, j'ai des biens, etc. C'est un pays qui est enraciné en moi. Aujourd'hui, les Libanais vivent quelque chose de vraiment catastrophique parce que crise économique, parce qu'il y a des corrompus au pouvoir, il y a de Hezbollah, etc. Ils souffrent de cette crise économique. Derrière ça, ils ont la crise sanitaire et on leur a détruit Beyrouth. Toute la guerre du Liban, personne n'a réussi à détruire Beyrouth. Quand un obus tombait, je l'ai vécu moi-même, le mur était bouché, même pas 12 heures après. Aujourd'hui, ils ont réussi d'un seul coup à détruire Beyrouth, et c'est vraiment très très triste. Pourquoi êtes-vous parti et quel conseil est-ce que vous donneriez à cette jeune génération qui entre aujourd'hui sur le marché du travail à 20 ans, à l'âge que vous aviez quand vous êtes parti, et qui se demandent s'ils doivent rester ou partir? Quel conseil vous leur donneriez? Rester ou partir? Le problème, c'est qu'on quitte quand on n'a plus d'espoir. J'étais sous les bombes pendant 20 ans, mais j'espérais et je me battais pour un Liban souverain, libre, etc. Le jour où l'espoir est parti, je suis parti. Et aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de Libanais ont perdu espoir. Si vous jetez un visa à Beyrouth aujourd'hui, vous avez une guerre civile tellement les gens vont s'arracher ce visa, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et pour moi, aujourd'hui, les Libanais, c'est un peuple nomade qui a eu toujours 2 pays au moins au monde. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir ailleurs pour aider leur famille, etc., à s'en sortir. Je ne peux pas leur dire restez pas. Moi, je suis... Vous êtes parti, vous avez eu une ascension extraordinaire. Quel conseil? Rester ou partir? J'aimerais
J'aimerais que tous les gens qui sont de ma région restent et se battent et se révoltent contre ces gens et les mettent tous en prison. C'est tout ce que je veux. J'espère ça. Et si ça arrive, des gens comme moi qui sont là rentrent en action et les soutiennent. On les soutiendra financièrement pour les renverser. Mais il faut que le peuple se révolte. Tant qu'ils ne se révoltent pas, ce n'est pas ni les Français qui vont venir les aider, ni les Américains. Et donc j'espère qu'ils réussissent. Sinon, on va les trouver ici dans pas longtemps. Merci beaucoup Jean-Michel Karam. Je rappelle que vous êtes le président de Yeva. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On enchaîne avec Smart Tomorrow et Mathieu Sommek, cofondateur et président de The Box. Amancio Sampaio, chroniqueur, consultant en stratégie, ancien président du multinational en France. Bonjour et bienvenue Amancio. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Mathieu Sommek, cofondateur et directeur général de The Box, accélérateur basé à Marseille. Ravi et bienvenue et bonjour. Vous restez avec nous. On va vous écouter Amancio. On va revenir avec vous sur le segment émergent des boissons sans alcool. Parce qu'il y a un réel engouement pour les boissons sans alcool aujourd'hui, c'est ça? Oui, voilà Capucine, c'est un vrai segment émergent avec une croissance accélérée ces dernières années, basée sur une tendance consommateur très claire. Et c'est là que ça fait les démarrages de toute cette catégorie. C'est que c'est fascinant de voir, c'est que les boissons sans alcool, c'est en train de transformer toute une industrie qui est très bien établie. Avant de rentrer dans les chiffres, je vais donner une clarification. Quand on parle de boissons sans alcool, il y a 3 directions des goûts, que c'est, bien évidemment, la bière, les vins, les spiritueux. Quand on voit la bière et les vins, que c'est les segments les plus développés pour l'instant, il a atteint l'année passée déjà un chiffre d'affaires global de 20 milliards de dollars, avec une croissance de 7 à 8%, que c'est non négligeable quand il s'agit d'une catégorie de boissons alcoolisées, qu'il a une croissance plutôt plate ou bien un léger déclin. Quand on voit les boissons qui sont dans une direction plutôt dans les goûts des spiritueux, là c'est très émergent, c'est les débuts avec beaucoup de nouvelles marques. Et là on a une croissance beaucoup plus accélérée, mais sur une base de chiffre d'affaires plus petite. Comment est-ce que vous expliquez cette tendance à Amancio? Est-ce que c'est le côté bien-être qui monte en puissance et qui pousse les gens à consommer moins d'alcool? Absolument. On vit un vrai changement sociétal et culturel actuellement. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans, 3 ans? Depuis plusieurs années, je dirais c'est 5-6 ans. Et on voit dans toute l'industrie de la consommation, parce que les consommateurs, ils cherchent des alternatives qui peuvent contribuer à leur bien-être et en plus à amener une consommation plus responsable. Quand on parle du bien-être, ça c'est très intéressant aussi, parce que ce n'est pas seulement l'effet sur la santé d'une consommation excessive d'alcool. Mais c'est aussi la réduction des calories, des sucres, des arômes artificiels. Et là, les segments de boissons sans alcool, il a un intérêt pas seulement pour les consommateurs de boissons alcoolisées, mais aussi pour les consommateurs du soda tels qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est un segment de marché sur lequel vous voyez des innovations émerger? Est-ce qu'on peut innover sur ce marché des boissons sans alcool? C'est qu'est de l'innovation, Capucine. C'est intéressant. Alors, parce que... des exemples. Ouais, voilà, je vais vous amener des exemples parce que les vrais défis dans le secteur de boissons sans alcool, c'est comment est-ce qu'on arrive à amener un produit qui peut satisfaire les consommateurs et travailler comme un remplacement de produits, les boissons alcoolisées, qui en fait a un goût assez complexe et sophistiqué à travers son processus de fabrication. Donc, pour innover, les acteurs du secteur, ils doivent travailler sur toutes les dimensions du développement du produit. Les choix des ingrédients, la formulation du produit et aussi, en fait, de la fabrication sur mesure pour avoir un produit crédible avec le potentiel de vraiment remplacer ces types de boissons alcoolisées. Alors, des exemples pour finir. Il y a par exemple, dans les exemples déjà, la bière sans alcool. Oui. Il y a eu une vraie évolution parce qu'avant, mais ça c'est très intéressant comme exemple parce qu'il y a plusieurs années en arrière, il y a 10 ans, 15 ans, quand on parlait de la bière sans alcool, on la voyait vraiment avec un déficit de goût. Et aujourd'hui, pas du tout. Et on voit même les grandes marques qui sont dans les marchés, par exemple Heineken, Carlsberg, Kronenbourg, qui ont en parité le produit avec alcool et sans alcool, parce que l'innovation technologique a fait que les goûts, il a beaucoup amélioré. Oui. Et ça fait des boissons très inclusives aussi, parce que les gens qui ont des restrictions culturelles, de santé et aussi situationnelles,
peuvent avoir une alternative maintenant. Merci beaucoup, Amancho. On a beaucoup de choses à dire sur ce segment émergent, on l'a dit, des boissons sans alcool. Vous restez avec nous, évidemment. Mais on passe à vous, Mathieu Sommec. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de The Box. C'est un accélérateur qui est basé à Marseille, que vous avez cofondé en 2018. Pourquoi un énième accélérateur? Est-ce qu'il y en avait besoin d'un? Et pourquoi Marseille? Alors, je ne sais pas si on peut dire que The Box est un énième accélérateur de start-up. Aujourd'hui, on a même un de plus. C'est un de plus, ça c'est sûr. On l'a lancé à Marseille, effectivement. En fait, donc c'est un incubateur et accélérateur de start-up qu'on a lancé en 2000. Quelle est la différence entre un incubateur et un accélérateur? Alors, il y a un ensemble de différences entre les deux types de structures. Nous, la différence principale, c'est la maturité des startups qu'on accompagne en incubation par rapport à en accélération. En incubation, elles sont plus jeunes. Typiquement, elles sont au stade de la démonstration et du premier pilote qu'elles vont faire avec leurs produits ou services et la techno qui les accompagne. En accélération, on est là pour les aider à se développer. On est là pour passer de ce premier pilote, justement, à une dizaine de clients démontrés. On a monté cet incubateur et accélérateur de start-up à l'initiative de Rodolphe Saadé, le PDG du groupe CMA-CGM. CMA-CGM, c'est notre partenaire corporate fondateur. C'est pour ça qu'on est basé à Marseille, à côté du head office de CMA-CGM. Quelle était l'idée sous-jacente? C'était d'aider les startups? C'était un geste positif pour les startups? Ou c'était justement de chercher de la rentabilité et de gagner de l'argent? Alors, je dirais un peu les deux à la fois. Le souhait initial de Rodolphe, c'est d'aider les entrepreneurs. Il est lui-même à la tête d'un groupe de taille très importante, mais qu'il transforme de manière impressionnante et rapide. Et donc, il avait ce souhait d'aider les entrepreneurs. Il avait le souhait de le faire au service de l'écosystème marseillais. Et puis, bien sûr, il a cette idée de dire que les startups sont des moteurs de transformation et d'accélération de l'innovation. Évidemment, mais cet accélérateur, c'était un bout de ma question précédente, il est rentable. Alors aujourd'hui, on a constitué The Box de sorte à ce que notre business model nous permette effectivement d'atteindre d'atteindre la rentabilité. Donc c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Alors comment est-ce que vous castez les startups qui veulent venir dans votre accélérateur? Est-ce que ce sont elles qui font des dossiers, qui remplissent des dossiers? Est-ce que c'est vous qui allez les dénicher? Alors les deux en même temps. Il y a un marché aujourd'hui des startups en devenir. Vous êtes à l'affût en permanence, en embuscade, pour les dénicher avant les autres? Toujours. C'est comme ça que ça se passe? Racontez-nous. Un élément important d'un incubateur ou d'un accélérateur, c'est la qualité des startups qu'on est capable d'attirer et d'accompagner. C'est la qualité des startups qu'on est capable d'aider à développer. Un effet d'entraînement en fait. Exactement. Si l'une est chez vous, elle va en attirer d'autres. Exactement. On a deux thématiques applicatives qu'on adresse. Le transport, la logistique et la mobilité d'une part, l'industrie 4.0 d'autre part. On n'accompagne que des startups qui sont porteuses d'innovation technologique. Et sur cette thématique, le potentiel de start-up est assez large. Et pour identifier les start-up qu'on a envie d'accompagner, on se base sur les problématiques ressenties et exprimées par nos partenaires corporate. Donc en fait, autour de The Box, il y a une dizaine de partenaires corporate, CMA-CGM en tête, bien sûr, CEVA, GTT, le spécialiste du GNL, la BNP, EY et quelques autres. Et avec leur aide, on identifie des problématiques qui sont les leurs pour aller chercher des startups et du coup permettre qu'il y ait une collaboration qui se mette en place entre les startups qui sont dans The Box et les partenaires. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris à Polytechnique puisque vous dirigiez auparavant l'accélérateur de Polytechnique qui fonctionne sur ce même principe. Oui, alors j'ai appris beaucoup de choses à l'école Polytechnique. Effectivement, de toute façon, une start-up, pour se développer, elle a besoin de développer son financement et de développer son business. Elle se lance pour proposer un service ou un produit et le mettre sur le marché. Et donc ça veut dire qu'il faut des clients pour les acheter. Les grands groupes sont autant de partenaires potentiels pour les premières étapes de développement et puis pour le déploiement derrière en France ou à l'international. Amancho. J'avais une question aussi, c'est-à-dire vous cherchez les startups. Quel est votre pitch en fait, quand vous voulez attraire une start-up pour venir chez vous et pas chez quelqu'un d'autre, quand l'idée elle est vraiment très intéressante? Quelle est la différenciation de votre modèle? Je complète la question d'Amancho. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est un peu inversé? C'est vous qui allez les chercher aujourd'hui? Alors je pense que le rapport de force entre les startups et les structures d'accompagnement, c'est très clairement inversé. Ça date pas d'il y a 2 ans, c'est un peu plus ancien que ça. Il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de startups, peu de structures d'accompagnement. Aujourd'hui, on a connu au cours des 5 à 10 dernières années, notamment en France, un peu le phénomène inverse. Donc on est tous
Mais un incubateur ou un accélérateur, c'est une société comme une autre, dans le sens où elle vend quelque chose, elle propose quelque chose et elle doit se démarquer par rapport à sa concurrence. Donc, un de nos principaux éléments de différenciation, c'est notre relation avec les partenaires corporate de The Box. Et c'est un élément très important. Les startups, quand elles vont se faire accompagner, elles cherchent de l'aide, bien sûr, pour développer leurs projets, poser les bases, mais elles cherchent essentiellement de l'aide pour se financer et de l'aide pour développer leur business. Avec notre cercle de partenaires corporate qui est prêt et qui est demandeur d'innovation, de collaboration avec des startups, eh ben on a cette capacité, ou cet unfair advantage, on pourrait dire, à aider les startups à tester leur idée auprès de vrais clients potentiels sur des marchés potentiellement importants et avec un relais derrière pour la commercialisation. La startup est toute petite. Nos partenaires, ils sont tous présents à l'international. Le groupe CMA-CGM, c'est une présence dans plus de 150 pays dans le monde, 110 000 collaborateurs. Et donc, c'est un relais extraordinaire pour les startups qui décident de nous rejoindre. J'aurais qu'on creuse le sujet de l'innovation et de la disruption. Est-ce que c'est un sujet incontournable pour une startup aujourd'hui, en 2020 ? Est-ce que si on n'est pas disruptif, on ne peut pas s'en sortir ? Je pense qu'il y a des startups qui se lancent et qui se développent sans innovation réelle, mais je pense que c'est un élément quasi fondamental pour réussir dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans ce qu'on appelle la startup aujourd'hui. Donc c'est très important. On a parlé intelligence artificielle, notamment avec Jean-Michel Caram dans l'interview précédente, la beauté connectée. Vous qui êtes un acteur de ce monde des startups en devenir, qu'est-ce qu'il y aura, selon vous, après l'intelligence artificielle, après la data dont on parle beaucoup aujourd'hui ? C'est quoi le next step ? Alors je pense que déjà dans l'intelligence artificielle elle-même, on en est sur une étape. Il y aura d'autres étapes. Et il y a déjà beaucoup à faire dans l'intelligence artificielle et vers les intelligences artificielles qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels l'appliquer. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines qui peuvent être épargnés par l'intelligence artificielle et qui seront transformés, qui seront disruptés par l'intelligence artificielle. L'industrie 4.0 qu'on évoque souvent, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la robotique pour automatiser des process et faire mieux en étant plus efficient. J'ai une question aussi, comme vous voyez beaucoup de startups, est-ce que vous voyez des lignes consistantes à travers plusieurs des startups et de points d'amélioration quand ils se présentent ? Et je complète vite, est-ce qu'il y a une spécificité française ? On a 50 secondes pour répondre. Il y a une spécificité française des startups ? Alors je pense qu'on a une spécificité française sur l'intelligence artificielle. On a des cursus de formation très très forts en mathématiques appliquées. Et en informatique. Et ça, c'est lié à la culture, l'importance de la mathématique en France. Donc ça fait qu'on a des étudiants qui sont extrêmement bien formés à appréhender les problèmes liés à l'intelligence artificielle. Donc on a des très bons entrepreneurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et donc sur tous les domaines. Et beaucoup de startups dans le sujet que les internationaux s'arrachent pour essayer de les attirer. On parle des GAFAM souvent, mais pas que. Donc oui, on a un deal flow de startups dans l'IA qui est très riche et avec beaucoup de potentiel. On restera sur cette note extrêmement positive. Mathieu Sommeck, merci beaucoup. The Box, merci d'être venu nous voir. Amancio Sampaio, merci également. On vous retrouve très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles histoires audacieuses d'entrepreneurs.